Chers collègues, bonjour. Merci de vous être inscrits nombreux à notre colloque annuel qui se passe cette année en distanciel dans des conditions sanitaires bien pénibles, avec une pensée particulière pour notre collègue Samuel Paty. La constante macabre, avant de rappeler de quoi il s'agit, je tiens absolument à remercier le comité d'organisation de ce colloque, le bureau du MCLCM, le recteur Philippe Joutard, qui est vice-président, Gérard Loton, le secrétaire de l'association, qui a joué un rôle énorme dans l'organisation de ce colloque, Corinne Ottomani-Cros, Jacques Moisan et Arnold Bach, sans oublier deux pièces maîtresses pour l'organisation en distanciel de notre colloque, Claude Tran et Ludovic Détemps, que nous appellerons, parce que vous allez avoir l'occasion de le voir aujourd'hui, Ludo, pour les intimes. Je tiens à remercier également tous les animateurs de ce colloque, animateurs et conférenciers dans les tables rondes, animateurs dans les ateliers l'après-midi. Également les personnalités qui ont bien voulu apporter leur soutien à cette manifestation, les présidents, secrétaires généraux de la FCPE, de la PEP, de la FAPE, de l'enseignement catholique, de la FSU, du SGEN, qui ont tenu à manifester. Puisqu'on parle de ces soutiens pour notre colloque, je vous signale que vous pourrez trouver la liste de tous les soutiens à notre action qui figurent sur notre site, que je me permets de vous indiquer, MCLCM, ce sont les initiales de Mouvement contre la constante macabre, MCLCM, il y en a 58. 58, les principaux partenaires de notre système éducatif y figurent. Alors, la constante macabre, en deux mots, en France, une évaluation d'élèves n'est crédible que s'il y a un certain pourcentage d'échecs, même si tous les élèves ont compris. S'il n'y a pas d'échec, le professeur est suspecté de laxisme. C'est un dysfonctionnement terrible qui est actuellement reconnu, j'insiste, par les principaux partenaires de notre système éducatif. L'existence de ce dysfonctionnement ne fait aucun doute. Avec une précision qui nous semble très importante, les premières victimes sont les enfants de milieux défavorisés. Cela ressort clairement d'une enquête internationale. La France est le pays où le niveau social d'un élève a le plus d'influence sur ses résultats scolaires. Pour remédier, pour éradiquer ce dysfonctionnement, nous avons mis en place un système d'évaluation par contrat de confiance. Vous trouverez des précisions sur notre site précisément, mais l'idée générale est de ne pas piéger un élève un jour de contrôle. Il sait sur quoi il va être interrogé, même si on ne donne pas le sujet à l'avance, ce qui fait qu'il travaille en confiance, car il sait que son travail sera récompensé. Ce système a beaucoup d'effets très positifs, non seulement la suppression de la constante macabre, mais aussi l'amélioration de l'ambiance en classe, climat de confiance entre le professeur et ses élèves, entre le professeur et les parents d'élèves. Je répète, vous trouverez beaucoup d'informations sur notre site. Il y a plus de 50 000 enseignants qui mettent en pratique actuellement dans notre pays ce système. Une précision importante lorsque l'on parle de notre association et de notre action, elle se situe bien au-delà, en dehors complètement des clivages politiques ou syndicaux stériles très souvent, quand on parle de l'intérêt des jeunes. Vous trouverez d'ailleurs parmi les 58 associations signataires des associations de l'enseignement public, de l'enseignement privé. Nous y tenons particulièrement, ne pas être paralysés par ces querelles souvent stériles. Et nous avançons comme ça depuis le début dans notre action.
Cette année, un mot de notre colloque, on va en parler pendant tout notre colloque. Pourquoi ce thème a-t-il été choisi? Un dysfonctionnement, vouloir donner du sens à tout prix. Mais parce qu'on s'est rendu compte que très souvent, en croyant bien faire, en introduisant des notions dans notre enseignement, on complique les choses et parfois même au point de les rendre incompréhensibles. Donc c'est un vrai dysfonctionnement sur lequel nous allons mettre le doigt dans ce colloque, mais avec une petite précision. Cet après-midi, pour ceux qui s'intéressent et qui veulent apprendre des choses sur l'évaluation par contrat de confiance, un atelier est consacré également à ce thème-là. Une précision, là encore, les premières victimes de ce dysfonctionnement, vouloir donner du sens à tout prix, là encore, on va voir que ce sont les enfants de milieux défavorisés qui n'ont pas un environnement culturel aussi important que certains de leurs camarades, ce qui fait qu'ils ne comprennent même pas, quand on veut faire des activités d'approche, ils ne comprennent même pas de quoi on leur parle. Je vous souhaite d'abord un bon colloque, mais là je vois que Monsieur le ministre arrive. Bonjour Monsieur le ministre, bonjour, et merci infiniment de venir, d'être fidèle. Avant même que vous soyez ministre de l'Éducation nationale, vous avez participé à tous nos colloques et votre soutien est vraiment très précieux pour nous. Je vous remercie très sincèrement, Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher André, mais merci à vous toutes et vous tous de cette organisation et de cette fidélité à vous-même, si je puis dire, puisque c'est un très beau rendez-vous qui est organisé chaque année, auquel je suis très sensible. C'est bien pour ça que je viens, cher André, c'est évidemment parce que je pense que ce qui se passe là est absolument excellent et que surtout, il se passe deux choses qui sont toujours essentielles. La première, c'est le sens de la continuité, du suivi, autrement dit le sens du temps long. Le mouvement contre la constante macabre a, depuis le début, creusé un sillon et qui s'approfondit. Et c'est particulièrement vrai en matière de pédagogie. Rien ne peut fonctionner s'il n'y a pas l'esprit du long terme, l'esprit de suite en quelque sorte. Puis la deuxième dimension qui est de moment essentielle, et là aussi particulièrement dans le domaine éducatif, c'est la dimension humaine. C'est-à-dire, j'ai l'impression, avec vous tous, une sorte de club, de clan, de bande, dans le sens positif de ces mots, de personnes qui tout simplement sont mobilisées pour une cause qui en vaut la peine et puis qui mérite discussion renouvelée avec là aussi un sens du questionnement qui est à mes yeux extrêmement important, loin de tout manichéisme. Et je pense que c'est essentiel et que c'est là aussi une attitude fondamentale en matière de pédagogie et d'éducation. Donc c'est en plus de mon affection pour André Antibi la raison de ma présence annuelle et je veux vous remercier tous de cela. Alors, ce qui me plaît aussi cette année, c'est que vous réussissez chaque année à trouver un thème assez original en réalité et parfois même un peu iconoclaste, parce que c'est vrai que ce thème de vouloir donner du sens à tout prix, un dysfonctionnement, un dysfonctionnement, 2 points, vouloir donner du sens à tout prix, 3 petits points, pas de point d'interrogation, si vous me passez l'expression, culotté, et c'est extrêmement intéressant. Parce que normalement, la question du sens ne souffre pas de discussion. Il est évident qu'il faut du sens. Et personnellement, par exemple, lorsque je prononce des discours internes ou externes sur les enjeux éducatifs, toujours je dis qu'il faut commencer par le sens. Pourquoi on fait les choses? Pourquoi on fait les choses aussi? Vers quoi on fait les choses? Donc la question du sens, y compris dans tous les sens du mot sens, normalement elle est centrale, elle est nodale et elle est très importante en éducation. Et pourtant, le choix de ce thème, à mon avis, est extrêmement précieux parce que justement, il peut y avoir aussi des erreurs de sens, si je puis dire, et qu'il ne faut pas se tromper sur le sens du sens. Et donc, il y a là un sujet pratiquement philosophique qui nous renvoie à l'essence même de l'éducation, c'est-à-dire quelque chose qui est un mélange de contraintes et de liberté, et en tout cas un système de structuration de la liberté pour aller vers plus de liberté.
Et c'est là que la question du sens est fondamentale. Du sens, il y en aura toujours en éducation, et c'est à mon avis celui que je viens d'indiquer, c'est-à-dire le fait d'aller vers plus de liberté. Mais la manière d'y arriver ne suppose pas nécessairement qu'à chaque instant, le sens soit donné. Ces derniers jours, je lisais un livre que j'ai apporté avec moi parce que il m'a semblé, au moment où j'ai commencé à lire, je me suis dit qu'il illustrait parfaitement le thème choisi, de quelqu'un que je ne connaissais pas du tout, que je ne connais pas d'ailleurs, qui s'appelle Rachid Zerouki, et qui s'appelle Les Incasables. Et donc, c'est un professeur des écoles qui est aussi qui a été ensuite professeur de SECPA. Et tout ce qu'il raconte est d'abord extrêmement pragmatique, extrêmement orienté tout simplement vers la réussite concrète des élèves, la plupart du temps issus de milieux défavorisés. Ça se passe à Marseille. Et il interroge la question du sens, lui aussi, très fortement, notamment quand il explique à quel point ces élèves de SECPA, par exemple, quand il veut leur expliquer les volcans, là où des séquences pédagogiques qu'il avait préparées amenaient à s'interroger sur le volcan, à découvrir progressivement les principes des volcans, eh bien, ça ne marchait pas, tout simplement, et les élèves n'adhéraient pas à la démarche. Ils étaient obligés d'inventer quelque chose de plus structuré. Il n'en déduit rien de dogmatique. Je crois que c'est ça qui est important aussi. Et c'est un des points que je voudrais souligner le plus, parce qu'en ces matières, il n'y a rien de binaire en réalité. Il n'y a pas le sens ou le non-sens. Il n'y a pas le Graal du sens contre les inepties qui seraient l'inverse, etc., etc. Et j'ai trop vu dans les débats passés l'esprit binaire triompher, il me semble que ce thème permet justement de complexifier ce qu'il y a à dire sur ces enjeux. Si je prends l'exemple des approches de la lecture, ou même des approches en mathématiques, et c'est des enjeux qui sont encore évidemment devant nous, lorsque par exemple j'ai tant insisté sur le décodage par les enfants, très souvent on m'a opposé la question du sens. Et vous savez que c'est un débat qui est récurrent et qui revient d'une manière trop souvent binaire, laquelle manière binaire n'a pas de sens justement. Autrement dit, il est totalement démontré que le décodage fluide par un enfant est essentiel et que ce décodage fluide libère ce qu'il faut pour que la question de la compréhension progresse de ce fait. Autrement dit, décoder n'est pas l'inverse de comprendre le texte que l'on lit. Et bien sûr, il y a le risque que des enfants décodent sans comprendre. Il y a aussi le risque d'amener des enfants à essayer de comprendre avant même qu'ils aient su décoder. On est obligé de prendre les deux en même temps et de travailler sur la fluidité en travaillant ainsi aussi sur la compréhension. C'est une manière trop rapide de résumer l'enjeu, mais le fait pour moi d'avoir sans arrêt essuyé des pluies de critiques lorsque je parlais de décodage, parce que j'avais en face des gens qui me disaient « Non, mais vous oubliez le sens », est quelque chose qui, en effet, m'a permis de me questionner sur ce qu'on mettait quand on disait le mot « sens ». C'est exactement la même chose que quand on dit qu'il est bon d'apprendre des poésies par cœur ou des tables de multiplication par cœur. Il y a toujours quelqu'un pour vous dire « mais ça n'a pas de sens ». Et puis c'est contraire à la liberté, c'est contraire finalement à l'intelligence. Il y aurait donc les mécanistes qui veulent que les enfants apprennent des choses par cœur, et puis les personnes plus subtiles qui, elles, penseraient qu'il faut en toute chose d'abord donner du sens. Et nous savons tous, par exemple en mathématiques, qu'apprendre ces tables de multiplication, par exemple, c'est avoir acquis des réflexes qui ensuite évitent d'utiliser ses raisonnements à se rappeler combien font 6 fois 7, et ensuite le fait d'avoir ce cerveau mobilisé alors parce qu'on n'a pas le réflexe empêche de faire d'autres choses. On doit donc créer des socles de connaissances qui sont la base de connaissances suivantes qui elles-mêmes font évidemment grand sens. Donc il ne faut évidemment pas évacuer la question du sens, mais il ne faut pas se tromper sur les usages du sens. Et ce n'est pas seulement l'expérience ou les lectures qui m'apprennent cela, c'est les débats que j'ai pu vivre et le fait, la manière dont on a utilisé la question du sens
finalement dans des démarches qui, à mes yeux, ont été finalement assez antipédagogiques. Donc, se poser la question du sens, c'est une très bonne question, ne serait-ce que parce que ça interroge des routines. Finalement, la question du sens est parfois une arme anti-routine, mais il est paradoxal qu'elle devienne une routine à son tour. Et donc, le fait d'interroger ceux qui interrogent est évidemment, là aussi, je dirais, une démarche de réflexivité tout à fait louable. Et donc, je suis sûr que vos travaux vont être extrêmement intéressants sous cet angle. Et évidemment, comme d'habitude, ça va représenter un apport à ne pas négliger. À condition, évidemment, que ce ne soit pas lu de façon simpliste ensuite et que certains en déduisent qu'il faut évacuer les questions du sens de la pédagogie, mais je ne pense pas que l'on court ce risque. Alors, il se trouve que dans la période actuelle, et je voulais, dans mon propos d'introduction, rattacher à des enjeux immédiats, nous avons une très grande actualité de l'évaluation, de l'enjeu de l'évaluation, et cette actualité de l'évaluation est elle-même à rattacher à l'enjeu du sens. Le mouvement contre la constante macabre a comme socle une réflexion sur l'évaluation et ses vertus, et il se trouve qu'il y a une très grande actualité du sujet. Je voudrais en dire deux mots. D'abord parce que, vous le savez, nous venons d'avoir, et l'ADEPE les a publiés il y a à peine quelques jours, les résultats des évaluations de début de CP, de début de CE1 et de début de 6e. Et c'est à la fois très précieux et très intéressant. C'est très précieux parce que nous sommes le seul pays, à ma connaissance, à évaluer chaque année maintenant 800 000 enfants d'une génération de manière très précise en français et en mathématiques, et avoir ainsi une photo très détaillée de chaque enfant, et puis une photo détaillée aussi du pays, puisque nous pouvons agréger l'ensemble de ces données. Il se trouve qu'en cette année 2020, c'est tout particulièrement précieux, puisque par exemple, pour un élève qui est en CE1 actuellement, nous avons une photographie de son niveau il y a un an à son entrée en CP, une photographie de son niveau en février dernier au milieu du CP, et une photographie de son entrée en CE1 au mois de septembre. C'est déjà très précieux chaque année, mais avec ce qui s'est passé pour le confinement, cela nous a permis de mesurer ce qui s'est passé pour ces élèves-là. Et vous l'avez peut-être vu, les résultats sont très intéressants. 3 grands enseignements que je me permets de vous livrer. D'abord, le fait que, oui, le confinement a eu évidemment un effet négatif sur les élèves qui étaient en grande section de maternelle ou en CP l'an dernier. C'est la mauvaise nouvelle, mais la mauvaise nouvelle attendue, si je puis dire, avec une augmentation des inégalités afférentes. Mais la mauvaise nouvelle est à relativiser en tant que mauvaise nouvelle parce que ce que nous voyons, c'est que la régression qui s'opère est une régression pas trop importante. On avait mesuré un progrès de 2017 à 2018, de 2018 à 2019. On mesure une régression de 2019 à 2020, mais cette régression ramène au niveau de 2018. Autrement dit, pas une chute catastrophique, mais une régression qu'il faut évidemment maintenant traiter comme telle. Et je ne doute pas que si l'année 2020-2021 reste, et je touche du bois en le disant, une année où on n'a jamais à fermer les écoles, eh bien, on aura sans doute fait cette année, en 2020-2021, le rattrapage nécessaire. Ça, c'est, je dirais, la semi-mauvaise nouvelle à relativiser. L'autre nouvelle, c'est que les élèves entrant en 6e cette année avaient un meilleur niveau que ceux de l'année précédente. Et une des choses que nous avons mesurées de manière innovante, c'est la fluidité de lecture, avec, je le souligne, un film qui est assez bon, une photographie qui reste assez mauvaise. Autrement dit, une tendance assez positive, des progrès nets, donc nonobstant le confinement, mais trop d'élèves encore qui arrivent en 6e avec un niveau faible en français et en mathématiques, et on sait à quel point cela présente des risques pour la suite. En tout cas, la tendance est bonne de ce côté-là. Enfin, troisième élément, c'est pas au cœur du sujet d'aujourd'hui, mais j'en profite pour le dire, la France a eu moins de décrocheurs en 2020 qu'en 2019. Ça peut surprendre, mais c'est une tendance lourde depuis 10 ans. Nous étions un pays faible en Europe en matière de décrochage, nous étions un des plus mauvais il y a 10 ans, et sur 10 ans,
nous avons réussi, année après année, en repérant les décrocheurs, puis par certaines évolutions de l'enseignement professionnel en particulier, à avoir des améliorations. Nous sommes aujourd'hui un des pays d'Europe où il y a le moins de décrochage. Et je pense, même si on n'a pas encore les données, que vis-à-vis de cette catastrophe éducative qu'est le confinement, la France aura été un des pays qui aura amorti le mieux ce sujet. Alors, c'est certainement quelque chose qui se discutera beaucoup dans les temps qui viennent, mais je tenais à vous livrer ces éléments qui nous viennent de l'ADEPE. Alors, j'ai vu qu'un journaliste, évidemment, contestait tout ce que je viens de vous dire et disait que, comme j'en avais peu parlé la semaine dernière, c'était donc qu'il y avait un loup et qu'en gros, c'était forcément que les conclusions étaient autres. Mais je pense que le même journaliste, l'année d'avant, quand j'en avais parlé beaucoup, avait considéré que le fait que j'en parle était certainement qu'il y avait une manipulation. Donc, je recommande toujours d'aller directement aux documents de l'ADEPE plutôt qu'aux commentaires qui peuvent en être faits. Ça vous permettra de vous faire une bonne idée. En tout cas, la question de ces évaluations est extrêmement intéressante parce que, là aussi, elle nous permet tout simplement de voir comment nous avançons et elle nous permet là aussi, dans la grande tradition des colloques que vous avez menés jusque-là, de montrer qu'on n'est pas dans une situation binaire qui serait faut-il de l'évaluation ou ne faut-il pas d'évaluation. La question est comment est-ce qu'on fait des évaluations pertinentes et stimulantes pour nos élèves. Et c'est là qu'il y a un deuxième enjeu de l'évaluation, et là aussi à relier à la question du sens en cette année 2020-21. Et celle-là, elle est liée à la réforme du lycée, à la réforme du baccalauréat. Puisque, comme vous le savez, nous avons pris des mesures d'adaptation et en maintenant la structure fondamentale de la réforme, donc 60% de l'évaluation en contrôle terminal et 40% en contrôle continu. Simplement, ce que l'on a fait évoluer, c'est que cette année, il n'y aura pas les fameuses épreuves communes qui avaient été parfois contestées l'an dernier et qui posent des problèmes de toute façon en période compliquée sur le plan sanitaire comme la période actuelle, qui posaient des problèmes d'organisation, de surcharge, en mettant trop les élèves en examen un petit peu toute l'année. Donc, cela signifie que cette année, nous aurons un contrôle continu comptant à 40%, comme le prévoit la réforme, mais basé sur les bulletins scolaires, ce qui nous renvoie évidemment à des réflexions et à des actions sur l'objectivation de l'évaluation et sur la pertinence de l'évaluation, sur le sens de l'évaluation, sur son effet de levier. Et on retrouve toutes les réflexions du mouvement contre la constante macabre. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai demandé à André Antibi de contribuer aux réflexions que nous avons eues sur l'évaluation au baccalauréat, et que c'est forcément une réflexion qui doit sans arrêt être menée, puisque nous avons aussi à la fois une dimension que je qualifierais pratiquement philosophique de l'enjeu, mais aussi très technique, et beaucoup de modernisation qui vont être possibles à la faveur de ce nouveau contexte où les élèves sont amenés à ne pas tout jouer sur un contrôle terminal, mais à faire un effort en continu et à être accompagnés par leurs professeurs dans ce fameux contrat de confiance qu'on aimerait bien généraliser à l'ensemble du système scolaire, parce que c'est une idée qui fonctionne pour faire levier pour les élèves. Alors, nous avons cette actualité de l'évaluation, mais nous avons aussi, en cette année 2020-21, une actualité de la pédagogie, parce que les évaluations internationales nous interrogent aussi sur ce que nous avons à faire pour nous améliorer. Je pense en particulier à PISA, à Pearls et à Teams. Et là aussi, je pense qu'on doit sortir d'une vision binaire sur ces enjeux-là, parce que trop souvent, ça se résume soit en disant soit une sorte de PISA-mania qui fait qu'on est obnubilé par ça, soit au contraire une PISA-phobie consistant à se dire tout ça, c'est des instruments inadaptés, faits par d'autres que nous, qui ne signifient rien, etc. Et en réalité, il faut évidemment se garder de tout excès dans un sens ou dans un autre et voir à quel point ces trois évaluations internationales en particulier, PISA, Pearls et Teams, nous obligent à une certaine lucidité sur les forces et les faiblesses de notre système. Par exemple, ces dernières évaluations internationales nous disent quelque chose sur nos forces et nos faiblesses en pédagogie. Le fait, par exemple, que nous exercions chez les élèves les capacités de prélèvement, mais beaucoup moins les capacités d'interprétation. Et là, on est de nouveau sur le sujet du sens, mais cette fois-ci, non pas le sens que le professeur donne à tout prix à la démarche qu'il propose aux élèves, mais le sens
que l'on sait transmettre aux élèves. Autrement dit, comment on sait transférer chez eux la question d'aller chercher le sens. Et ce qui n'est pas la même chose. Et je crois que c'est peut-être une des réflexions intéressantes pour la journée d'aujourd'hui, c'est que la question du sens est évidemment fondamentale, mais à trop donner la responsabilité du sens aux professeurs, on finit peut-être parfois par déresponsabiliser l'élève sur cette question du sens. Et une certaine verticalité de la pédagogie peut amener à une forme de réussite dans la recherche de sens chez l'élève, dès lors que les choses sont bien faites. C'est pourquoi la question du développement de la capacité d'interprétation chez l'élève est quelque chose d'assez essentiel, même s'il peut parfois être guidé de manière assez cadrée pour y arriver. De même, les évaluations internationales nous montrent que les élèves français rencontrent des difficultés à se saisir des textes longs. Et là aussi, on est évidemment sur le sujet du sens. Qu'est-ce qu'un élève comprend d'un texte? Alors, vous savez, un jour, dans mon bureau, on m'a dit, voilà, les résultats de Teams ne sont pas très bons, c'est embêtant, et quelqu'un a dit, oui, mais Teams, ça ne veut pas dire grand-chose, etc. Et puis finalement, pour en avoir le cœur net, je me suis fait porter l'évaluation elle-même, à quoi elle ressemblait. Et le texte, les choses à faire m'ont semblé totalement convergentes avec ce qu'on peut souhaiter pour tout élève français, même s'il n'y avait pas les évaluations internationales. En l'occurrence, il s'agissait de lire un texte un peu long et d'en comprendre le sens. C'est assez frappant de voir que des choses assez simples aujourd'hui ne sont pas comprises par nos élèves de 8 ans, 9 ans, alors qu'elles pouvaient l'être davantage par des générations précédentes. Vous savez à quel point ça ne me fait pas peur de regarder ces sujets-là en face et d'être lucide, parce que j'ai toujours pensé que c'était le vrai progrès social qui se nichait là, dans la capacité que nous donnions à l'enfant petit à avoir un niveau de vocabulaire, de grammaire et donc de compréhension égal aux autres. Autrement dit, quels que soient les milieux d'où l'on vient, on puisse, dès les premières années de la vie, avoir un capital de compréhension, un capital d'interprétation qui soit le même pour tous les enfants. Et je pense que c'est la première des causes. Comment nous distribuons le langage avec la même générosité à tous les enfants. Et d'autres choses que nous montrent les évaluations internationales, certaines sont plus connues que d'autres. Par exemple, il est bien connu que nos élèves préfèrent souvent ne pas répondre plutôt que de proposer une réponse inexacte. Ça, c'est là aussi typiquement au cœur des réflexions du mouvement contre la constante macabre. Et puis aussi, on voit que selon la présentation des exercices, les résultats des filles et des garçons peuvent varier sensiblement. Et donc là, c'est la dimension aussi psychologique de l'évaluation. Et là aussi, la question du sens est évidemment très importante. Nous devons prendre en compte cela dans le domaine didactique comme dans les pratiques pédagogiques. Et nous devons progressivement voir que, par exemple, la question de la taille et de la complexité des textes doivent être toujours plus exigeantes de façon à solliciter la capacité d'interprétation des élèves. Nous devons, si nous voulons lutter contre toutes les tendances à la fragmentation qui sont dans notre société, contre le complotisme, l'obscurantisme, et tous les problèmes qui minent la République en ce moment, nous devons évidemment avoir des élèves qui savent faire la part des choses, qui savent comprendre la complexité d'un texte, le contextualiser, etc. Et pour cela, il faut passer par des étapes. Il ne faut pas directement aller vers quelque chose de complexe, mais aller du plus simple au plus complexe au fil du temps, mais avec de l'exigence et avec de la structuration. Il faut aussi modifier le statut de l'erreur dans les enseignements. Et je sais, cher André, à quel point là, on est au cœur du cœur de ce à quoi vous êtes attaché, et moi aussi. Et évidemment, ça renvoie à certains points que j'ai déjà soulignés. Mais ce statut de l'erreur est évidemment quelque chose qui doit évoluer dans notre psychologie nationale. Et puis, nous devons faire évoluer nos approches dans certaines disciplines, sous tous les angles, et par exemple sur le sujet des filles et des garçons, dans le domaine scientifique, où il y a encore beaucoup à faire. Donc, il faut savoir se remettre en question, et ce serait paradoxal que certaines pédagogies qui étaient faites pour remettre en question refusent de se mettre elles-mêmes en question. On doit sans arrêt interroger et sans arrêt aussi faire évoluer nos évaluations pour qu'elles soient la plus adaptées à ce que nous
voyons des enjeux pédagogiques et notamment du rapport au sens. Nous devons aussi repérer les difficultés et les besoins, c'est le sens des évaluations diagnostiques. Nous devons aussi concevoir des outils pour soutenir les apprentissages, ce que nous avons beaucoup fait en ce début d'année pour les professeurs, pour qu'ils puissent profiter des évaluations. Et c'est le sens, comme chacun sait, de la notion d'évaluation formative. Il y a aussi des enjeux de différenciation qui sont derrière cela, de développement des capacités d'auto-évaluation pour permettre l'implication des élèves dans leurs apprentissages. Là aussi, ce qui est vrai à l'échelle d'un individu est vrai aussi à l'échelle d'un collectif. Je rappelle que dans le cadre de la loi pour l'école de la confiance, nous avons créé le Conseil d'évaluation de l'école, dont l'action commence à se déployer en ce début d'année 2020-21. Et donc, même si cette action sera moins déployée que prévu du fait des circonstances sanitaires. Mais au cœur de l'action du Conseil de l'évaluation, dont je rappelle qu'il va arriver à ce que tous les établissements aient eu une évaluation dans les 5 années qui viennent, le premier pas de ces évaluations, c'est l'auto-évaluation. C'est le fait qu'un établissement va être en situation régulièrement, au moins tous les 5 ans, de faire le point sur lui-même et d'en déduire son nouveau projet éducatif à la lumière de son auto-évaluation, puis de l'évaluation venue de l'extérieur. Ça va être une opportunité formidable de progrès, et y compris sur le sujet de l'évaluation. Autrement dit, nous allons pouvoir mieux évaluer la façon dont les établissements évoluent et évaluent. C'est par exemple sur le sujet du baccalauréat que j'évoquais, l'occasion de mieux objectiver, d'être plus efficace aussi au service des élèves. Puis nous devons aussi, et ça aussi renvoie à la question du sens, mieux communiquer les résultats d'évaluation aux enfants et aux élèves et aux parents. On retrouve la notion qui venait si faire de contrat de confiance, mais ces fameuses évaluations de début d'année de CP, CE1 et de 6e, par exemple, c'est un outil de discussion avec les parents, c'est un levier de progrès pour les élèves, c'est un contrat de confiance, c'est la base d'un contrat de confiance possible entre la famille et l'institution. Alors, je me rends compte que je suis un peu long, que je vous dis déjà beaucoup de choses. Et donc on a encore un peu de temps sans problème. D'accord, merci. Mais je vais quand même essayer d'aller vers ma conclusion. Et nous devons donc avoir une réflexion didactique sur l'évaluation qui justement mette dans son cœur la question bien ajustée du sens. Quels sont les principes finalement, les questions fondamentales qu'on se pose en tant que professeur ou en tant qu'institution? D'abord, est-ce que je mesure correctement ce que j'évalue? C'est le principe de validité. Mon évaluation est-elle en pleine cohérence avec ce que les élèves ont appris et sont capables de faire? C'est la pertinence. Est-ce que dans 8 jours, je considérerais excellent un devoir que je considère excellent aujourd'hui? C'est la fidélité, c'est la cohérence. Sera-t-il jugé excellent par un collègue? C'est l'objectivité. Mon évaluation varie-t-elle assez finement en fonction des différences de qualité des travaux? C'est la sensibilité. Mon évaluation peut-elle s'inscrire dans une dynamique qui impliquera mes élèves et favorisera leur acquisition progressive des connaissances? C'est la progressivité et la stimulation. Et donc, c'est avec cette pleine conscience des exigences que nous pourrons construire une évaluation au service des élèves, au service des apprentissages. Et nous avons là encore une richesse avec tout ce qui se passe grâce au mouvement contre la constante macabre. Merci, cher André Antibi, de tout ce qui a été fait, toute cette parole qui a débouché sur des actions, alors même que notre système éducatif a encore un peu trop l'évaluation à la fois fragile et honteuse. Chaque fois que je parle d'évaluation, il y a toujours là aussi des critiques qui viennent assez facilement à partir de débats assez binaires, comme si l'évaluation était fatalement quelque chose de pénible pour ceux qui la vivent, alors même que l'évaluation peut évidemment être très très stimulante pour ceux qui la vivent, que ce soit individuellement ou collectivement. Aujourd'hui, encore trop de professeurs n'ont pas confiance dans leur propre évaluation. Ça se voit dans le fonctionnement des commissions d'harmonisation. Le regard d'un tiers évaluateur est souvent considéré comme inquisiteur, suscite le soupçon. Donc là, on retrouve les enjeux de la confiance et de tout ce que nous devons encore faire pour mieux créer cette confiance entre les acteurs.
Toute remarque sur l'évaluation est considérée souvent comme une atteinte à la compétence professionnelle. L'évaluation est un domaine aussi sous-investi et donc nous devons plus que jamais continuer ce chemin de réflexion et d'action sur l'évaluation en établissant sur des bases aussi claires, scientifiques et partagées que possible. Donc il nous faut une culture commune sur le sujet, avec un engagement de la communauté éducative et un contrat de confiance à l'échelle de l'ensemble du système éducatif. Tout ça suppose à la fois de l'humilité, du partage, et puis des réflexions sérieuses et rigoureuses. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai souhaité qu'on engage une réflexion dans le cadre de l'évolution du brevet des collèges à partir de la session 2022, à la fois pour que l'on évalue de façon pertinente le niveau des élèves, bien sûr, ce qui est normal et classique, mais aussi parce que je voudrais qu'on réussisse à valoriser l'engagement des élèves. J'en profite pour le dire. Et là aussi, c'est à rattacher à la question du sens. J'ai toujours pensé, vous le savez, je pense que le collège est un moment particulier parce que c'est le moment de l'adolescence et que dans toute société, il y a quelque chose d'initiatique dans l'adolescence. Et que si cette dimension initiatique n'est pas assumée par l'institution, elle sera assumée par d'autres choses. Et des choses qui peuvent être bien plus mauvaises parce que sauvages. C'est la drogue, c'est les gangs, c'est le fondamentalisme islamiste ou d'autres formes d'obscurantisme. Toutes ces choses qui se présentent à l'adolescence comme des soleils noirs, s'il n'y a pas eu des beaux soleils de l'éducation, et notamment s'il n'y a pas eu des motifs d'engagement pour autrui. Pourquoi j'ai rajouté respecter autrui comme un des compétences fondamentales de l'école primaire, et que nous devons en tirer toute la sève, notamment à l'âge du collège, et dans le contexte un peu particulier que nous traversons, valoriser la soif d'engagement, la soif de sens que les élèves ont bel et bien, et qui peut aussi s'exprimer pas seulement dans les connaissances que l'on acquiert, mais aussi dans les engagements que l'on prend dans la vie quotidienne, que ce soit à l'intérieur de l'établissement ou à l'extérieur de l'établissement. Donc là aussi, c'est de l'évaluation stimulante, parce qu'il s'agit non pas de noter des bonnes actions que l'on fait, mais de stimuler l'engagement et de dire que il est normal, quand on commence à être un pré-adulte, tout simplement de s'engager pour quelque chose qui dépasse soi-même. Et donc, dans un moment où il y a beaucoup d'individualisme, beaucoup de matérialisme, beaucoup de cloisonnement, où par exemple les marques envahissent la vie quotidienne de nos élèves, et où toute une série de difficultés du quotidien, souvent très peu finalement traitées par l'institution. C'est aussi un point sur lequel j'insiste souvent beaucoup. Nous employons 95% de notre énergie sur ce qui représente moins de la moitié du temps et de l'attention des élèves. Et tout ce qui fait leur vie quotidienne, par exemple le harcèlement par autrui, les violences dans la cour de récréation, les préoccupations de tous ordres, les enjeux de l'éducation sexuelle, de la vie affective, etc., bien entendu, n'ont pas vocation à être réglés directement par l'institution, qui n'est pas omnipotente et omnisciente. Mais par contre, d'un point de vue psychologique en particulier, nous ne pouvons pas faire comme si ces questions n'étaient pas là, et nous ne devons pas ne pas avoir des stratégies éducatives pour que les adolescents ne se perdent pas dans ce moment si particulier. Et donc, pour moi, la question du sens, elle vient tout particulièrement se nicher à cet endroit-là, à cet endroit où on va faire sens à l'école, au collège et au lycée. Alors, les circonstances adverses, parfois, peuvent avoir des bienfaits. Nous le voyons bien avec le confinement. Le désir d'école, le goût d'école n'a jamais été si fort que lorsqu'il y a eu privation d'école. Et là aussi, ça montre bien que ça a grand sens en soi. On n'est pas forcément obligé d'en rajouter. Il est là, le sens. C'est pour moi, évidemment, qui depuis le mois de mars milite en permanence pour que nous restions ouverts le plus possible, quoi qu'il arrive, parce que les bienfaits de l'école sont largement supérieurs aux risques qu'on court du point de vue de l'épidémie, puisque de toute façon, l'épidémie est là et que les élèves, s'ils ne sont pas à l'école, ils sont quelque part et ils courent aussi des risques épidémiques, et qu'on ne peut pas comme ça jeter par-dessus bord l'école
dès qu'un problème se pose dans la société. Au contraire, on a plus que jamais besoin d'école. Et on a plus que jamais besoin de montrer cette foi en l'école qui est la nôtre. Et donc, dans ce contexte adverse, pour moi qui ai lu Illich dans les temps passés, et les pseudo-utopies de société sans école, et c'est intéressant parce que ce livre de Rachid Zerouki, là, que je vous montrais tout à l'heure, il fait le même genre de réflexion en pensant notamment aux livres et les films aussi inspirés de David Neal sur le spontanéisme scolaire en quelque sorte, le fait que les enfants ne sont pas obligés d'aller à l'école, ils vont que si ça leur plaît, etc. Et il dit qu'il relit ça il avait été très enthousiaste quand il lisait ça en tant qu'étudiant, et que quand il le relisait en tant que professeur un peu expérimenté, il voyait à quel point il y avait un peu de démagogie dans tout ça. Alors, une démagogie qui est utile parce qu'elle permet de réfléchir, mais en tout cas qui ne doit pas être prise au pied de la lettre. Et donc, dans les circonstances actuelles, on doit se réjouir du fait que l'école fait plus sens que jamais. Et dans un moment où beaucoup de personnes s'interrogent sur le sens des choses dans la vie en société, à cause des difficultés, de cette atmosphère cotonneuse que crée l'épidémie, il est très intéressant de voir qu'il n'y a aucun doute sur le sens de l'école, aucun doute sur ce que ça apporte aux enfants, aucun doute sur le fait que c'est indispensable pour faire grandir nos enfants. C'est aussi dans ce contexte que des choses parfois plus difficiles sont à avancer de ma part, comme par exemple la très forte limitation de l'instruction à domicile à laquelle nous allons procéder prochainement, non seulement pour avoir un outil de plus contre les dérives du radicalisme islamiste et tous les développements de structures sauvages que nous avons vus ces derniers temps, mais plus globalement pour assumer pleinement quelque chose qui, bien entendu, peut être discuté et avec lequel on n'est pas obligé d'être d'accord, mais qui est que tous les enfants ont droit à l'école et que quand on veut que chaque enfant aille à l'école dès 3 ans, ce n'est pas seulement une question de défense de la République, il y a cet enjeu, bien sûr, mais c'est une question de défense des droits de l'enfant. Et si on croit aux vertus de l'école maternelle en particulier, on doit souhaiter, au nom des droits de l'enfant, que chaque enfant puisse bénéficier de l'école maternelle et ne pas être soumis aux aléas de ce que décident ses parents sur un tel sujet. Ça ne veut pas dire que l'on enlève l'éducation aux parents, un vieux débat qui existe depuis au moins la Révolution française, mais ça veut dire qu'il y a un bel équilibre à trouver entre ce qui relève des parents et qui doit être très fort, bien sûr, et puis ce qui relève de la société, incarnée là par l'État, qui doit apporter à chaque enfant ce qui lui permettra ensuite d'aller vers sa liberté. Donc, nous avons là, vous voyez, des enjeux d'actualité qui sont considérables. Nous avons, encore une fois, besoin de collégialité, d'intelligence collective sur ces enjeux, de distance critique, que vous faites si bien dans le mouvement contre la constante macabre, c'est-à-dire d'être capable de se poser des questions, même iconoclastes. Pourquoi vouloir donner du sens à tout prix? Quelle dérive didactique il peut y avoir derrière une forme de dogmatisme du sens? Et donc, arriver à quelque chose de plus structuré, de plus pensé, de plus complexe. Vous m'avez souvent entendu peut-être utiliser l'expression, une des formules latines que je préfère, qui est in medio stat virtu, qui peut avoir d'ailleurs plusieurs traductions, on retrouve toujours l'enjeu du sens. On peut dire au milieu et la vertu, ce serait la traduction la plus basique, mais surtout, la traduction que je préfère, c'est de dire c'est au milieu que se trouve le courage, qui est une autre traduction de la vertu. On a trop souvent tendance à penser que le courage est synonyme de radicalité. Il faut être absolument d'un côté ou de l'autre, et de ce fait, le courage serait synonyme d'une forme d'évitement de la complexité. Alors, je ne suis pas non plus un adepte des consensus mous, et je crois que ça se voit. Mais je pense qu'on doit, en matière éducative tout particulièrement, bien prendre conscience du fait que, évidemment, la question du sens est centrale. Et je n'imagine pas que ce soir, à l'issue du colloque, fassiez un communiqué pour dire « nous avons évalué le sens de l'école, victoire ».
je serais surpris d'une telle conclusion. En revanche, se dire que le sens est fondamental, qu'il doit être toujours rappelé, mais que ça ne signifie pas qu'une séquence pédagogique doit être totalement captée par l'enjeu du sens, en faisant l'économie des démarches structurantes qui vont amener l'élève d'un point d'ignorance à un point de connaissance, c'est quelque chose évidemment qui doit être vu et dit. Donc, la phrase d'Aristote me permettra de conclure parce qu'elle est quand même ce qui nous donne le fil à plomb de l'enjeu du sens. Tous les hommes désirent naturellement savoir. Montaigne l'a reformulé à sa façon, de manière là aussi si pertinente. Ce désir de savoir qui est consubstantiel à la nature humaine est évidemment un désir de sens, mais c'est aussi un désir de savoir pour le savoir. Pourquoi il y a un mot que je voudrais prononcer aussi en conclusion qui est très important, c'est celui de curiosité. Cette curiosité, elle est généralement répandue chez tous les enfants quand ils arrivent à l'école. Comment la maintenons-nous? Et comment nous la maintenons non seulement par le sens, mais aussi par la curiosité pour le savoir, pour le savoir. Même comme adultes, nous connaissons cela. Parfois, on a simplement envie de savoir et il en résultera un sens, sans que le sens ait été préalable à ce désir de savoir. Donc, c'est un enjeu philosophique éternel, mais c'est aussi un enjeu concret et immédiat qui doit nous aider dans la formation des professeurs, dans nos pratiques pédagogiques quotidiennes, dans notre interprétation des enjeux de politique publique que nous devons avoir. Et donc, merci de faire partie de ceux qui allument une flamme toute l'année avec vos réflexions, votre amour de la complexité, votre volonté de ne pas être binaire, votre volonté de toujours questionner, et y compris de questionner le questionnement. Donc, très bonne journée d'études. Merci encore, et puis à bientôt, évidemment. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Je veux juste faire une petite remarque. Abuser de votre temps 20 secondes. Lors de notre colloque l'an dernier, Pascal Balmand, l'ancien secrétaire national de l'enseignement catholique, qui maintenant travaille avec nous, justement dans notre mouvement, avait fait une remarque qui m'a fait réfléchir et je n'ai pas la réponse. Donc, je finis par cette question. Vous avez dit, Monsieur le Ministre, que le mot évaluation est souvent relié au mot pénible. C'est vrai, malheureusement c'est vrai. Et Pascal Balmand avait dit d'ailleurs une question qu'on peut se poser, comment se fait-il qu'on appelle épreuve? On parle d'épreuve de maths, épreuve de français, et je ne sais pas, bon, je suis assez occupé, moins que vous, mais enfin, Monsieur le Ministre, mais j'avoue que je ne sais pas pourquoi on appelle ça épreuve, voilà. C'est juste pour rebondir sur votre remarque que le mot évaluation est associé au mot pénible, qui est tellement vrai. Et malheureusement, qui est tellement vrai, parce que l'évaluation, ça devrait être associé au mot formation, au mot diffusion de connaissances, faire grandir les jeunes, Et non, malheureusement, c'est associé au mot sanction, au mot pénible. Et donc, je termine par c'est beaucoup dire, on a encore la journée de travail devant nous, mais par poser cette question, d'où sort ce mot épreuve? Voilà, si vous avez un élément de réponse, quand vous aurez le plaisir de passer vous voir, mais il faut espérer qu'on pourra le faire assez vite. Voilà, on en discutera. Merci beaucoup. Avec grand plaisir et merci infiniment. Bonne journée à tous. Merci beaucoup.